OK, donc pour partir de la cinématique, on va aller chercher dans le dossier TGA, étudiant 513. Cinématique. OK, on va aller chercher moteur basic. Et moteur basic, on va prendre celui-là, tiens. Est-ce que c'est le bon? C'en est un. Ouais, c'en est un beau, ça. OK. Donc, j'ai un petit moteur tout bête qui ne fonctionne pas. Il manque un petit peu de compression dans la base, je pense. Qui va servir à animer ou à au moins démontrer comment fonctionne le module DMU Kinematics ici avec un mécanisme simple. Donc, quand vous allez faire une cinématique, OK, c'est sûr que pour une cinématique simple, ben, ça se fait habituellement bien, ça roule tout seul, c'est beau. Quand vous allez arriver avec des assemblages où il y a un certain nombre de pièces, où il va y avoir différents mouvements, tout ça, ça se peut que ça marche moins bien et ça se peut que ça plante. Et quand ça plante, de trouver qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est pas infaisable, mais c'est pas simple. Donc, ça dépend de votre degré de patience par rapport à tout ça. Vous pouvez chercher et fouiller tout ça. Moi, je préfère souvent flusher par commencer, puis me questionner un petit peu là, sur un chemin nouveau à essayer. OK? Vous allez donc avoir à revenir peut-être sur vos produits. À cause de ça, ce que je vous recommande de faire quand vous voulez faire une cinématique, c'est commencer par mettre les pièces en place et de les contraindre à une position où tout le monde se touche de la bonne façon. OK, la pine est dans le trou de la bielle, la même chose ici, le piston est à sa place. Ça. Donc, je le contrains. OK, j'ai mes contraintes d'assemblage. Je sauve mon produit. Et quand ça c'est fait, je resauve le même produit sous un nouveau nom qui peut simplement porter l'indicatif /kin, ou peu importe, là, comme vous voulez. Dans mon cas, parce que j'ai déjà employé, ben, je vais être rendu à kin 3, là. Mais je me sauve juste un backup. Et dans ce backup-là, je détruis les contraintes d'assemblage parce que les cinématiques vont m'en refaire d'autres. Donc, pour éviter un éventuel conflit, je les scrape, je repars avec rien. Mais mes pièces sont en place. OK? Maintenant, pour produire de la cinématique, ça me prend une sous-structure qui va apparaître dans le bloc application. Cette sous-structure-là se crée quand je crée un mécanisme. Je peux donc insérer un nouveau mécanisme comme ceci, mais aussi, la plupart de mes fonctions cinématiques vont m'offrir, quand on me demande dans quel mécanisme je la crée, la possibilité de créer le mécanisme. La première opération qui est bonne à faire, toujours à mon avis, pour une cinématique, c'est de définir quelle sera votre pièce fixe, parce que vous avez une pièce fixe autour ou dans ou auprès de laquelle les autres pièces mobiles vont bouger. Donc, en définissant votre fixe, vous avez une petite encre ici, dans laquelle on me demande quel mécanisme. Je n'en ai pas. Je peux utiliser l'option New Mechanism. Ça me demande quel nom je lui donne. Mechanism.1, ça fait mon bonheur. Je l'accepte. Et voilà la sous-structure dont je vous parle, qui comporte le nom Mechanism.1, qui me laissera entrer des joints, des commandes, des lois et des vitesses et accélération. Donc, une fois que j'ai défini que je crée mon fixe dans le mécanisme 1, ce sera une bonne idée de sélectionner le fixe, ce que je fais, et c'est fini. J'ai un fixe part qui s'appelle bloc 1. Je crée une contrainte fixe 26 qui est ici. OK? Donc, j'ai organisé mon fixe. Je suis donc prêt à définir mes liaisons et mes commandes. Les liaisons, ce sont les outils qui existent dans la cinématique pour
Définir des mouvements. Les commandes, ce sont des liaisons auxquelles on a décidé de donner une tâche supplémentaire qui est celle de devoir porter la gamme de valeurs qui servira à animer la cinématique. Donc, si j'ai une liaison revolute ou pivot qui fait que entre ma bielle et mon piston, ben, ça peut tourner. Ça, c'est correct. Mais si je décide de dire, je fais aussi un pivot entre le crankshaft et le bloc, et c'est ce crankshaft-là qui va servir à activer tout le mécanisme, bien là, à ce moment-là, ben, je vais changer ma liaison pivot entre le bloc et le crankshaft par une commande de rotation qui fera qu'après ça, je demanderai de faire 1800 tours si je veux faire 5 tours de mon crankshaft. Okay, c'est ça l'idée. Donc, mes liaisons apparaissent dans le bloc ici. OK? Le premier, c'est Revolute Joint, mais j'ai quelques petits amis comme ça. OK? Donc, un Revolute Joint va faire que je vais permettre à deux pièces de tourner une par rapport à l'autre, mais les pièces ne pourront pas glisser l'une sur l'autre en fonction de leur axe. Donc, je ne pourrais pas avoir, par exemple, le crankshaft qui tourne dans son axe et qui décide de sortir comme s'il vissait. À l'inverse, si je veux faire une vis, ben, je dois avoir justement une pièce qui peut tourner et qui peut sortir. Et idéalement, si c'est une vis, ben, je vais avoir un ratio entre les deux. Tu sais, si je suis en train de simuler une vis 1 pouce 8, ça veut dire qu'au bout de 8 tours, elle devrait être sortie d'1 pouce de ma pièce. Donc, j'ai une liaison vis qui est ici. J'ai une liaison cylindrical. Cylindrical, ça peut s'utiliser dans deux contextes. Tout ce que ça fait, c'est que ça met deux axes de deux pièces en coïncidence. Je peux décider avec une cylindrical de faire glisser les pièces sur l'axe ou de faire tourner une pièce par rapport à l'autre sur l'axe. OK? Prismatic Joint qui est ici va servir à un concept de tiroir ou de situation semblable, c'est-à-dire que je vais faire déplacer deux pièces une sur l'autre en fonction d'une ligne commune aux deux pièces et d'un plan commun aux deux pièces qui est adjacent à la ligne. Donc, imaginez un tiroir dans le creux d'une cavité en U. OK? La face du tiroir, la face de la cavité et la face du tiroir collées ensemble, l'arête du fond. C'est ce qu'on va utiliser. C'est pour ça que j'ai un piston rectangulaire dans mon bloc pour pouvoir montrer à faire un prismatic parce que le cylindrical, c'est assez simple. OK? Spherical joint, je retiens deux pièces par un point. Ça peut être un joint universel, c'est clair, mais je peux utiliser ça pour autre chose. Je vais m'en servir pour autre chose plus tard. Planar joint, je force deux plans à être en contact. Donc, un planar joint tout seul ne m'amène pas de liaison parce que je garde des degrés de liberté ouverts. OK? Pour deux pièces qui seront potentiellement en contact, j'ai 6 degrés de liberté à couvrir. Déplacement X, Y, Z et rotation autour de X, de Y, de Z. OK? Donc, aussitôt que je mets deux contacts, deux pièces ensemble, ou que je pense mettre deux pièces ensemble, j'ai 6 degrés de liberté à couvrir. Dans le cas d'une liaison planaire, bien, je viens de sauter deux rotations de plan. OK? Donc, je peux tourner comme ça, mais je ne peux plus tourner comme ça, je ne peux plus tourner comme ça. Donc, j'ai 2 degrés de liberté comme ça de bloquer. En déplacement, je peux me déplacer dans un sens, dans l'autre, mais je ne peux plus me déplacer dans le troisième. Donc, j'ai 3 degrés de liberté de bloquer lorsque je fais une liaison planaire. OK, c'est comme ça que vous devez visualiser ça un petit peu. Rigide. Je fais bouger une pièce, puis j'en ai une autre qui est connectée après. J'ai une vraie bielle. Une vraie bielle, c'est pas fait comme ce que j'ai là, c'est fait de manière à pouvoir se clipper autour de mon anneau dans mon crankshaft. Et j'ai au moins avec la bielle une partie longue, une partie en dessous, 2 vis, des washers, peut-être des choses du genre. Si j'ai pas beaucoup de pièces, un rigide va me servir à dire, OK, j'en prends une, puis je la prends avec la bielle, puis c'est correct. Tu sais, par exemple, dans le moteur ENA,
les pins que vous avez dans le piston et dans le crankshaft, ben, vous pouvez faire un rigide entre une pin et le crankshaft, une autre pin entre un autre rigide entre la deuxième pin puis soit la bielle, soit le piston. Puis, quand votre moteur va marcher, ben, les pins vont se déplacer. C'est ça, des rigides. Si j'ai un grand nombre de pièces à grouper, c'est sûr que si je n'ai 8, je peux faire 8 rigides, mais je suis mieux de faire un habillage, parce que l'habillage va me permettre de sélectionner toutes les pièces et de dire, OK, elles sont collées à cette pièce-là. Et à ce moment-là, ça marche. OK? On verra ça aussi, mais pas dans ces modèles-là. Point sur courbe. Donc, on a un certain nombre d'applications où je peux vouloir faire déplacer une pièce par rapport à une autre. En fonction d'un point de la première pièce, une courbe sur la deuxième. Quand même que c'est juste l'idée d'avoir un cam qui tourne et un pilote, un follower qui est sur un point, qui fait juste suivre la forme de la cam. Donc, un point sur courbe peut être une option. Slide curve, c'est que je peux avoir, à un moment donné, un mécanisme qui fait que deux pièces sont en contact, mais pas toujours avec le même point de contact. Donc là, à ce moment-là, je définis mes deux courbes, puis en autant que les deux courbes restent en contact quand les pièces bougent, c'est jouable. Roll curve, on peut imaginer une roue qui tourne sur le sol pour un véhicule ou quelque chose du genre. Donc, je fais tourner ma roue, puis j'ai tout le temps un point de contact qui est fait, puis je fais des rotations complètes sur ma forme. Point surface, donc dépendant de la géométrie, un pointeau sur une surface dans une cam tout croche, ça pourrait être ça. Un joint universel, OK, rotation là-dessus, avec rotation de la base. Ensuite de ça, j'ai jamais employé ça, un CV joint. Faudrait qu'on fouille une application un de ces jours. Gear joint, donc des engrenages, on va en faire tout à l'heure. Rack and pinion, OK, donc pignon et crémaillère. Cable joint, je vous disais rope joint, c'est pas rope, c'est cable. Donc cable joint, c'est deux pièces qui vont se déplacer linéairement dans des sens opposés, comme si vous aviez un système de contrepoids. Et access base joint, je n'ai pas travaillé avec ça, je ne peux pas vous dire aujourd'hui c'est quoi. Si quelqu'un a la question, me le dirait, je chercherai un peu plus. Mais ça fait comme des années que je m'en passe. Ça ne doit pas être critique. OK? Donc, ça, c'est notre panoplie de petits outils. OK? Je vais donc faire rouler cette petite bébête-là. Je vais commencer, j'ai mon fixe. Je vais aller me chercher un Revolute. Le Revolute va me demander de sélectionner sur chacune de mes pièces, parce que ça se fait en fonction de deux pièces, une ligne qui se trouve à être l'axe de rotation et un plan qui va être perpendiculaire à l'axe de rotation et qui fait que soit les plans des deux pièces seront coïncidents ou les plans seront à une certaine distance, mais chose sûre, quand le Revolute va avoir été fait, les plans choisis ne bougeront plus l'un par rapport à l'autre, peu importe ce qui aura été choisi. Donc, ça veut dire dans ce cas-ci que je peux aller dire que je vais avoir l'axe de mon crankshaft que je prends à travers la pièce jaune. Et là, je voudrais avoir l'axe du trou dans lequel passe le crankshaft. Pour faire ça, je peux toujours cacher le crankshaft et venir choisir l'axe de mon trou comme ça. Je pourrais aussi utiliser un outil qu'on retrouve et qui est tout le temps disponible, qui peut nous servir dans le CAD drawing, qui peut nous servir pour l'établissement des contraintes dans un assemblage et qui s'appelle le peeling mode, qui fait que quand vous déplacez votre curseur au-dessus d'une zone où il y a un certain nombre d'éléments d'empilés dans CATIA, si vous cliquez sur les flèches vers le haut ou flèches vers le bas du keypad et que ça veut bien fonctionner, des fois, quand on fait plein de niaiseries, ça ne marche pas. On recommence. Donc, je vais chercher un Revolute. Ça ne marche tellement pas que je viens de perdre l'axe. OK? On recommence ça. Revolute. Je vais avoir cet axe-là. Et là, je m'en viens ici. Flèche vers le haut. Et voilà. Ça, c'est le peeling mode. Donc, autour de l'endroit où était mon curseur, il y a un cercle de sélection qui passe à travers tout le modèle qui apparaît.
Et j'ai la liste des éléments qui passent à travers ce cercle-là. Donc, j'ai la face du pad 2, part body, crank, crank 1. Ça, c'en est une. La suivante, c'est la face qui est là. L'autre face intérieure, l'autre face intérieure. Donc, je peux, à ce moment-là, cycler entre tous mes éléments et tenter de sélectionner ce dont j'ai besoin. OK? Et ça fonctionne. Des fois, on gosse, là, mais ça fonctionne. Dans mon cas, ben, j'ai préféré faire une cavité ici avec le même cylindre, donc c'est plus facile à sélectionner. OK? Maintenant, on s'arrange, tu sais, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est une démo, mais ça arrange, ça soit facile, là, mais le peeling mode fonctionne. Je trouve ça gossant, j'aime mieux cacher l'objet. Quand je n'ai pas la petite cavité, j'aime mieux cacher l'objet. Là, je me suis fait une petite cavité, puis ça marche. OK? Donc, j'ai mes deux axes. Mes plans peuvent être coïncidents, donc je pourrais travailler avec le plan ici et le plan là, ils sont au même niveau. Mais si ce n'est pas possible, rien ne m'empêche de prendre un plan quelque part, un plan à l'autre. En sélectionnant mes deux plans, il faut que je vienne cliquer Offset. Et là, ça reconnaît la distance qui existe entre les deux plans sélectionnés et je l'accepte tel quel. OK? Si je la modifie, les pièces vont se réadapter de manière à respecter la distance entre les plans offset que j'ai pris. Maintenant, je vous disais qu'on va activer notre mécanisme par ce crankshaft-là, ce qui fait que je vais mettre ma liaison angle driven. Ceci va avoir pour effet, quand je vais faire OK, d'avoir créé mon joint. OK, on me dit que le mécanisme peut être simulé, tant mieux, on va essayer ça tantôt. Je vais avoir créé mon joint, qui est un Revolute, mais je vais aussi avoir créé une commande, qui est la commande 1, qui est rattachée à Revolute 1 qui est ici, en fonction de l'angle. OK? Pour faire fonctionner mon mécanisme maintenant, j'ai cet outil-là qui s'appelle Simulation by Commands ou with Commands, qui fait que quand je clique dessus, une petite boîte de dialogue qui apparaît, ouvrez-la et assurez-vous au début d'être on request. Comme ça, ça vous évite de faire des tests puis de perdre l'alignement de vos différents modèles dans l'ensemble. Et si vous voulez tester pour voir qu'est-ce que ça a l'air, ben, vous déplacez le curseur et vous faites play. Okay? Essayez quand vous faites des tests comme ça de faire des cycles constants parce que si vous arrivez en cours de route à un endroit qui n'est pas au bon endroit, quand vous allez vouloir reconnecter et continuer votre mécanisme, ça peut bugger. Vous avez un reset qui sert à ça aussi, mais des fois, vous n'échappez un en cours de route et vous perdez votre location. Donc, faites juste attention à revenir au départ ou à la position de départ de votre test pour votre simulation, de manière à être capable de continuer. Le range qui est ici, OK? Par défaut, vous allez avoir pour une rotation de moins 360 à plus 360. Donc, à la limite, je peux faire 2 tours. Remarquez que ça va plus vite maintenant que je fais 2 tours que quand j'en faisais rien qu'un. Tout simplement parce que j'ai un nombre d'images, un nombre de steps qui est défini. Si je fais 40 steps dans un tour, ben, je vais à une certaine vitesse. Si je fais 40 steps dans 2 tours, ben, je vais 2 fois plus vite. OK? Ce qui fait que votre nombre de steps est éditable. Il y en a un certain nombre qui sont là, mais si on en voulait 200, ben, on les demande. Et plus vous allez demander de steps, ben, plus vous allez ralentir votre mécanisme. OK? Si vous voulez augmenter votre nombre d'occurrences, donc le nombre de tours dans ce cas-ci, vous pouvez revenir avec les 3 petits points, changer la valeur à laquelle vous n'êtes pas. Parce que si je suis à moins 360 et que je demande de passer à moins 240, ça ne marchera pas. Si je passe de moins 360 à moins 720, ça devrait aller. Et si je passe de plus 360 à plus 720, ça devrait aller. Spin Box Increment, c'est simplement le fait que quand je clique ici, ça vient monter de 5, de 10, de 15, de 20. Donc, pareil pour descendre. Donc, c'est à ça que tout ça sert. OK?
suis arrivé là. Good. Donc, mon mécanisme fonctionne. On remarque que quand le mécanisme fonctionne, le nombre de degrés de liberté du mécanisme est réglé à 0. Donc ça, c'est habituellement un incontournable. Pour que le mécanisme fonctionne, son nombre de degrés de liberté, incluant les commandes, parce qu'une commande, ça nous bloque un degré de liberté aussi, parce qu'on force. Donc, je la contrôle. Donc, le nombre de degrés de liberté doit être égal à 0. Par contre, un nombre de degrés de liberté égal à 0 n'implique pas que votre mécanisme va fonctionner. Si moi, je décide de faire un fixe sur tous les éléments du mécanisme, c'est sûr que le degré de liberté global va être de 0, mais il n'y a rien qui va fonctionner, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous ça. Je veux lier maintenant mon crankshaft à ma bielle. OK? Par rapport à la bielle, j'ai un mouvement relatif de mon crankshaft qui se traduit à travers la rotation de cette pin-là dans la cavité de la bielle. Donc, j'ai encore besoin de revolute. Revolute entre l'axe qu'on a ici, l'axe qu'on a là, et les deux faces qu'on retrouve ici. OK? Je prends l'offset, mais cette fois-ci, je n'utilise pas l'option Angle Driven parce que je ne veux pas faire tourner le crankshaft, puis par rapport à la pin qui est sur le crankshaft, commencer à faire tourner la bielle autour de ça. C'est pas un manège de la ronde que je suis en train de faire, là. Tu sais, la bielle, elle se déplace en fonction du déplacement relatif du crankshaft dans le bloc. Donc oui, c'est une rotation relative qui est entre les deux, mais ce n'est pas une commande que je donne au mécanisme pour son fonctionnement. Si je faisais le mécanisme à la ronde et que je voulais faire un grand tour de la pièce jaune pendant que la petite pièce grise en fait 10 tout le tour, OK? Et qu'au bout de la pièce grise, la pièce verte fasse encore 10 autres tours à chaque fois que la pièce grise en fait un, imaginez comment le monde serait aussi vert que la petite pièce verte à la fin, là, t'sais. Parce que là, ça spinerait cette affaire-là, là, mais c'est ça l'idée d'imprimer des commandes, c'est juste que je donne des mouvements différentiels d'une pièce à l'autre. Et là, c'est pas ça que je veux faire. Je veux que mes mouvements soient comme contraints à cause du mécanisme. Donc, je fais mon revolute ici. Je viens en faire un semblable en haut. Donc, axe, axe, face, face, j'accepte l'offset et je dis OK. Donc, j'ai un troisième revolute de fait. Et finalement, dans mon mécanisme, ce qui va me servir à contraindre tout ça pour que ça fonctionne, c'est que je vais forcer mon piston à se déplacer linéairement dans sa cavité. Donc, je vais aller me chercher un prismatique. Je vais cacher le piston pour être capable d'accéder à l'axe ou à la ligne dans le fond du bloc. Je passe en eau chaude, j'ai la possibilité de faire ça. Je vais chercher la ligne équivalente sur le piston. Je cherche l'une des faces adjacentes à cette ligne-là sur mon piston. Et je reviens dans le chaud chercher la face correspondante sur mon bloc. En acceptant ici, j'ai le message comme de quoi le mécanisme peut être simulé, mon degré de liberté est retombé à 0 et en faisant OK, en ramenant mon piston, c'est ce que je retrouve. OK? Donc, si je laissais maintenant, je vous ai montré que je pouvais faire Simulation by Commands ici, ou with Commands ici. Je peux aussi avoir la même boîte de dialogue en faisant un double clic sur ce système-là de l'arbre, celui qui tient le mécanisme .1. Je clique, c'est la même boîte. Je déplace mon curseur et je le fais tourner. OK? Et je le fais reculer si je veux. J'ai donc ça qui roule. Maintenant, comme je vous disais, il peut arriver que je me retrouve à avoir, par exemple, une pièce comme ceci, qui doit se déplacer avec une autre pièce qui
qui est connu dans le mécanisme. Donc, je veux que les deux pistons se déplacent simultanément. À ce moment-là, je pourrais penser faire un rigide entre chacun des deux pistons. Je dis OK. Et j'ai un rigide qui va s'être ajouté. J'ai un rigide qui s'est rajouté ici. Ce qui fait que quand je réanime mon mécanisme, il pourrait se toucher. Il pourrait se toucher, mais je veux juste qu'elle se déplace en même temps. Parce que des pièces qui ne se touchent pas, c'est pas idéal. Je pourrais vouloir simuler un contrôle magnétique de la position des deux pièces. Donc, les deux pièces ne se touchent pas par effet de champ magnétique. Donc, il faut qu'ils soient très localisés, en tout cas, bien contrôlés. Puis, effectivement, je pourrais simuler ça de même, mais ce genre de situation n'est pas très fréquent. Okay? Mais d'avoir un paquet de vis qui sont pognés sur deux pièces qui sont vissées ensemble, puis que je veux que tout ce bloc-là se déplace ensemble, ça, je peux vouloir faire ça. Puis, si je n'ai pas beaucoup de pièces, je peux faire 2-3 rigides, c'est correct. Si j'en ai beaucoup, ben là, faire 22 rigides, parce que j'ai boulon, écrou, rondelle, contre-écrou, et ainsi de suite, là, ça va être intéressant. Fait que là, à ce moment-là, j'ai un autre outil qui s'appelle l'habillage, que je vous montrerai. OK? Pardon? Faire tourner à l'infini, il n'y a pas de fonction infinie, donc j'irais mettre un grand nombre dedans, sauf que tu as possiblement... Non. Les fois qu'on a voulu faire quelque chose comme ça pour faire un show de boucan aux portes ouvertes, par exemple, là, on mettait moins 72 000 degrés, puis plus 72 000 degrés, puis on le faisait tourner pendant 15 minutes, là, puis après ça, on le reportait ou quelque chose du genre, mais il n'y a pas vraiment une fonction qui fait que c'est en continu. Désolé. C'est juste qu'elle tient. OK. Donc, j'ai ça pour tout de suite. Bon. Donc, ça, c'est la partie intéressante et chaude de boucan et ce qu'on pourrait vouloir voir. Maintenant, supposons que je veuille utiliser ça d'une façon un petit peu plus sérieuse, puis je vais dire, OK, c'est correct, là, mais là, j'ai un petit problème de design avec ça. C'est que d'abord, ça va être dangereux. Tu sais, ce petit son-là qui flotte, quelqu'un va le recevoir dans le front maintenant. Fait que je voudrais savoir qu'est-ce qu'est le déplacement maximum de ces deux coins-là, parce que c'est les coins qui vont pogner en dessous de la mâchoire. Là, ça fait que c'est ça qui va faire mal. Fait que soit les deux points, soit les deux lignes, parce que c'est tout ce qu'on peut tracer. OK? Donc, je voudrais voir jusqu'où ça va, puis comment ça se gère. Puis, deuxième chose, quand je le fais rouler, on se rend quelque part compte que peut-être que ma bielle, elle arrache un peu, là, dans ce coin-ci. Donc, je voudrais pouvoir épaissir mon bloc, puis m'arranger pour que ma cavité, elle soit suffisamment grande pour que ma bielle, elle passe sans crocher. Donc, je vais analyser ça. Et l'outil que je vais utiliser pour analyser s'appelle une trace. Ce que j'ai ici. J'aurais aussi la possibilité de balayer un volume. Là, à ce moment-là, ça va me faire une enveloppe que je peux sauvegarder soit en CGR, soit en point modèle, que je peux réincorporer dans mon produit et travailler autour. Si je veux avoir une géométrie pour travailler dessus, bien, vous savez quoi faire avec un point modèle maintenant. Vous pouvez la convertir en 4 parts. Si vous avez un CGR, vous savez quoi faire avec un CGR, puis vous savez comment le convertir en 4 parts. C'est ça que va vous servir à la première partie du cours. OK? Puis, ça pourra vous servir aussi dans votre cours de commande numérique quand vous aurez obtenu, après une opération d'usinage, une nouvelle forme de votre brut, parce que vous êtes parti d'un brut qui était cubique. Là, vous avez fait des pockets, quelque chose du genre, puis vous voulez avoir cet objet-là pour une raison quelconque, pour en faire sortir les vues et en parler. Bien, vous ramassez le CGR de commande numérique, vous le convertissez en 4 parts, puis vous le printez. Même s'il y a quelques lignes qui sortent en plus, au moins vous avez la géométrie qui est là, puis vous avez de quoi pour travailler avec. Il y a quand même des affaires que je vous montre que j'espère qu'ils sont utiles. OK? Donc, ici, je veux tracer. OK? Et pour tracer, quand vous allez utiliser la fonction, sans savoir ce que vous faites, vous ne saurez pas plus quoi faire. Parce qu'en traçant, vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit qu'il n'y a rien à tracer dans le produit.
Mais pourtant, il y en a de la géométrie. Votre cinématique, elle marchait, on vient de la faire. Donc oui, il y a de quoi tracer. Je veux tracer mon piston, je veux tracer ma bielle, je veux tracer mon crankshaft. Je ne sais pas qui a choisi le texte de ce message-là, mais c'est pas un prix Nobel de littérature. C'est pas ça le problème. Pour être capable d'utiliser la fonction trace, comme pour utiliser la fonction swept volume, j'ai besoin d'une loi. Et il n'y a pas de loi dans ce produit-là. C'est ça qui devrait être écrit. Mais il est dit qu'il n'y a pas d'objet. C'est assez vague, un objet. C'est une loi que ça me prend. Donc, on va aller apprendre à faire des lois. Une loi, c'est une relation qui va exister entre ma commande et une variable de cinématique qui traite le temps et qui s'appelle KinTime. Cette variable-là, elle existe au moment où vous créez un mécanisme. OK? Donc, il faut que je sois capable de créer une relation entre KinTime et l'angle de rotation que je veux générer ou le déplacement linéaire que je veux générer dans mon mécanisme. Maintenant, quand on va tracer, il faut savoir que je vais avoir un nombre de steps ou un nombre d'éléments qui seront tracés, mais le nombre de ces éléments-là n'est pas éditable quand vous faites la trace. Le nombre d'éléments tracés dépend du nombre d'éléments qui est utilisé pour faire la simulation. Et la relation entre le nombre d'éléments ici et le nombre d'éléments de la trace, c'est ce que j'ai ici plus 1. Donc, si par exemple, je veux tracer le déplacement de la bielle, le déplacement du piston, par rapport à un cycle complet de la rotation de mon crankshaft, puis que pour avoir un certain nombre d'éléments pour travailler avec, je dis OK, je vais en générer un à tous les 6 degrés. Ça va faire que je vais avoir besoin de 360 divisé par 6, donc 60 éléments. Ça voudrait dire que d'abord, je viendrais simuler mon mécanisme avec 59 steps. Je me fous du nombre de degrés. OK, c'est le nombre de steps qui est important à ce moment-ci. Je le fais rouler. Êtes-vous sûr qu'il l'ait pris en note? OK. Et là, après ça, quand je vais venir faire la trace tantôt, on ne le verra pas tout de suite parce qu'il me manque la loi, mais quand je vais venir faire la trace tantôt, je vous ferai remarquer que je suis rendu à 60. À moins qu'il me bug, ça arrive des fois, là, mais à moins qu'il me bug et qu'il me mette 59 encore, mais habituellement, c'est le nombre d'éléments plus 1. OK? Donc, la trace. La trace fait que j'ai besoin d'établir une formule entre ma variable KinTime et ma variable de temps. La variable, pas la variable de temps, mais la variable de ma commande. La variable KinTime, je vous ai dit qu'elle existait, mais dans 2 semaines, vous vous rappellerez peut-être plus que ça s'appelle KinTime. Donc, si vous cherchez à trouver vos variables pour votre cinématique, c'est sûr que vous pouvez cliquer sur F de X et aller jouer à travers tout ce qu'il y a là pour risquer de trouver la bonne quelque part. Parce qu'elle est là-dedans. OK? Mais, ça va être habituellement plus fonctionnel de sélectionner votre mécanisme et de cliquer sur Formula pour ne voir apparaître que KinTime est la variable que vous ne connaissiez pas encore, mais qui est celle-là qu'on a besoin. OK? Donc, KinTime par défaut est réglé à 0. Je pourrais le garder à 0, mais je n'irai pas bien loin avec. Je peux le mettre à 1 parce que j'ai besoin de faire une multiplication ou une division par KinTime, donc il faut que ça soit au moins 1. Pour garder mes chiffres plus petits, je vais quand même mettre 10 secondes. OK? Et ça a l'avantage de faire que si à un moment donné, je veux faire des calculs de vitesse, OK? Bien, il faudrait que je sache d'abord qu'est-ce qui est peut-être le RPM. OK? Si je veux calculer la vitesse linéaire du piston en bout de course. OK? Quand je viens de faire le swing de 40 degrés là, au niveau de cet axe-là, là, il se déplace à quelle vitesse le piston? Là? OK? La formule de vitesse d'une rotation comme ça, la vitesse instantanée, le CV est égal à R oméga. Vous vous rappelez de ça? Vous avez vu ça un jour, peut-être dans un cours au secondaire. Donc, on peut aller chercher toutes ces belles formules-là, puis faire des beaux petits diagrammes d'une feuille de papier, puis calculer avec la calculatrice, mais on a un outil, là.
On a un outil là qui nous sert de faire des analyses, qui nous donne des diagrammes, ça vaut peut-être la peine d'apprendre à utiliser l'outil, mais l'outil, il va falloir le feeder aussi, il va falloir mettre des valeurs. Si moi, je veux faire une simulation en disant que ce crankshaft-là, il tourne à 1 tour minute. OK? Bien, 1 tour minute, ça veut dire que mon kin time en 60 secondes doit faire que mon angle doit avoir fait 360 degrés. Donc là, après ça, je le joue de la façon que je veux, mais c'est ça 1 tour minute. OK? Donc, je pourrais penser mettre kin time à 60, mais j'ai un message comme de quoi c'est out of range. C'est vrai. Parce que le range, il est à 10. Donc, on peut changer ça en range quand vous voyez ça. Sachez que, parce que c'est applicable à bien des places, là, quand vous avez des petites flèches ici, là, bouton de droite, vous avez différentes affaires. Tu sais, là, j'ai un step de 1. Ça fait que si je fais clic, 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 ça va passer à 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que je voudrais que mon step soit à 3. New one. 3 secondes. OK, donc. 3, 6, 9. Pas plus compliqué que ça. OK, change step. Là, j'en ai 2 steps que je peux jouer avec. Je le ramène à 1. OK? Ça, add multiple values. Je pourrais forcer des valeurs qui n'apparaîtraient à ce moment-là, que j'aurais juste ça disponible. OK? Je suis rendu au range. Edit. OK, je vais me rendre à 60 secondes. Je vais mettre 60 secondes. OK. Donc, mon range fait que maintenant, je peux rentrer 60 secondes, puis le prendre. OK? Sauf que 60, pour faire le calcul qui s'en vient, c'est peut-être pas tout le temps approprié. Moi, j'aime bien 10. Tu sais, ça me fait des chiffres plus petits ailleurs. Ça fait que ça se calcule bien. Donc, 10 secondes pour kin time. Apply. Et maintenant, l'angle de la commande qui fait partie du groupe de commandes de mon mécanisme 1. OK? C'est ça que ça dit, là? OK? Bien, son angle actuel, c'est 720 parce que j'avais moins 360 plus 360 dans les deux limites de mon curseur. Moi, je veux faire une simulation où il y a un tour. Ça ne me sert à rien de faire passer 20 fois sur le même cycle. Là. Une fois que les éléments vont avoir été tracés, donc un tour, ça fait le job. OK? Donc, ceci, je vais lui ajouter une formule. Et là, ce que je veux, c'est d'être capable de sortir comme output de mon angle un tour, 360 degrés. Sauf que ce tour-là doit être lié à ma variable kin time. Donc, la première chose que je devrais faire, c'est d'aller trouver kin time là-dedans. Elle est là, quelque part. Et là, le quelque part, dépendant de ce que j'ai comme géométrie, ça peut être plus grand que ça, le quelque part. Là. Donc, ça ne me tentera pas de passer la semaine là-dessus. Je vais utiliser les filtres. J'en ai un qui s'appelle time. Clic. Ah, il n'y en a rien qu'une qui est kin time. Double-clic. Là, voilà. Kin time, maintenant, c'est 10 secondes. Moi, je veux avoir à la fin de ma formule, là, je veux que le résultat soit 360 degrés. Je pars avec 10 secondes. Je divise par 1 seconde parce que je ne peux pas diviser par seconde tout court. Je divise par 1 seconde pour faire sauter les secondes. Donc là, j'ai 10. Je multiplie par 36 pour avoir 360. Et ce que je veux, c'est 360 degrés. Et degrés, dans mes unités CATIA, c'est petit d, petit e, petit g. Et là, quand je fais OK, ben j'ai comme output 360 degrés qui provient de la formule ici, qui fait que kin time est divisé par 1 seconde multiplié par 36 day. OK? Et c'est actif. OK. Donc, maintenant, dans mon mécanisme, j'ai mes 5 liaisons, j'ai ma commande, j'ai mon fixe et j'ai une loi. Quand je viens sélectionner Trace, je n'ai pas de message d'erreur, j'ai une boîte de dialogue parce que là, il ne manque plus d'éléments. Je l'ai, ma loi. Et là, on me demande qu'est-ce que je veux tracer. Bon, bien, je vais tracer. Je ne peux malheureusement pas tracer tout le contour de ma bielle. Les éléments qui peuvent être tracés sont des points ou des lignes. C'est plate, mais c'est le même. Donc, la ligne ici, disons,
La ligne qui est là. Allez. La ligne qui est là. Et possiblement celle-ci et celle-là. OK? 4 éléments à tracer. Reference product. KIN 1. Trace destination new part. Et ça veut dire que si je fais OK, maintenant, CATIA va générer un nouveau CAD part dans lequel je vais retrouver 2 sets géométriques qui contiennent, 4 sets géométriques qui contiennent chacun 59 éléments, parce qu'il n'a pas voulu me donner le 60 que je voulais vous montrer. OK? C'est 60 qui devrait être là. Une autre fois, il va vous donner 60. Donc, il va vous donner dans ce cas-ci 59 éléments par set géométrique. Et vous allez avoir un set pour la ligne de gauche, un set pour la ligne de droite, un set pour l'autre ligne de gauche, puis un set pour l'autre ligne de droite. Mais ça dans un nouveau CAD part. Ça fait que si vous avez maintenant à revenir dans le bloc pour faire votre modification, vous êtes obligé de le traiter en contexte avec ce CAD part-là plus le bloc. C'est une façon de faire. C'est peut-être pas ce que vous voulez, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Si vous préférez avoir la géométrie dans la pièce que vous allez vouloir modifier par après, Reference Product, vous cliquez dedans et vous venez choisir votre bloc. Donc, ça devient ça, votre Reference Product. Et là, à ce moment-là, la destination ne sera plus un new part, mais bien le Reference Product. Et on fait OK pour nos 59 objets au lieu des 60 qu'il aurait dû me donner. Le pas fin. Et ça ressemble à ça. Donc, le chemin de la bielle, c'est pas une ligne droite ici, là. C'est une espèce de... C'est probablement une conique quelconque, mais je sais pas quoi. En tout cas, ça nous donne quand même une idée que si je veux vraiment dégager le chemin de la bielle par rapport à son mouvement, il faut que je vienne passer quelque part dans ce coin-ci et que j'oublie pas ici de ne pas arriver tangent, là, mais de bien faire le tour puis venir ramasser ça à peu près dans ce coin-ci. Et comme ça, j'aurai un dégagement qui serait clean sur mon montage. OK? En haut, ben, je monte jusqu'à ce niveau-là. Ça fait que ça, j'irais juste de passer par-dessus. Joli, n'est-ce pas? Captivant, hein? Avez-vous des questions? Je vous laisse essayer ça avant de faire autre chose. Vous en pensez? Shot de cinématique. OK? Ça s'appelle Moteur Basic. Donc, je vous libère. Et je cesse l'enregistrement.